que les 3e et 4e arcs branchaux sont importants dans le développement dans la partie haute du cœur. On peut avoir une hypocalcémie due à une hypoparathyroïdie. Et au niveau immunologique, il y a 3 possibilités. Première possibilité, on va avoir une absence complète de thymus, qui est cet organe-là, que vous voyez ici en plus gros. Et quand on n'a pas de thymus du tout, vous savez que le thymus, c'est nécessaire pour les lymphocytes T. C'est pour ça que les lymphocytes s'appellent lymphocytes T, parce qu'ils passent par le thymus pour leur différenciation. Donc s'il n'y a pas de thymus, il n'y a pas de lymphocytes T. Donc on est dans le cadre d'un dysgeorge complet, dans le cadre d'un déficit immunitaire combiné sévère. Heureusement, dans la majorité des cas, on va avoir la présence d'un reliquat thymique, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit thymus, et là, on va avoir un déficit immunitaire qui va être combiné, mais qui va être plus partiel. Et puis dans de rares cas, le thymus va être normal, et là, il n'y aura pas du tout de déficit immunitaire. Donc quand on a un enfant pour lequel un syndrome de dysgeorge a été diagnostiqué grâce à des anomalies, à des études cytogénétiques, on va réaliser un phénotypage lymphocytaire T pour savoir dans quelle catégorie on est, si on est dans 1, 2 ou 3. Et donc on va regarder le nombre de lymphocytes T, et surtout, on va regarder le pourcentage de lymphocytes T naïfs. Naïfs, ça veut dire que c'est les lymphocytes T qui viennent juste de sortir du thymus, et pour pouvoir avoir une évaluation en fait, de la thymopoïèse, de la capacité thymique du patient. Donc ce qu'il faut juste savoir, c'est que quand on est tout petit, quand on est nouveau-né, on n'a que des naïfs, parce qu'on n'a pas rencontré de pathogènes. Et plus on vieillit, plus les naïfs vont diminuer au cours du temps, et plus les lymphocytes mémoire vont augmenter. Donc on va avoir les 2 courbes qui se croisent progressivement, puisque les lymphocytes mémoire vont aider à l'individu à se défendre contre une nouvelle infection par le même agent pathogène. Donc au début on est naïf, et à la fin de notre vie on est mémoire. Donc juste pour vous conclure sur les déficits de l'immunité cellulaire, les déficits immunitaires combinés, eh bien, ces patients ont une susceptibilité, quand on a un déficit de l'immunité cellulaire, on a une susceptibilité infectieuse qui est très large, et donc ce qui prouve que chez l'homme, en conditions naturelles, les lymphocytes T ont un rôle dans le contrôle des infections virales, fongiques, bactériennes et parasitaires. Donc l'immunité adaptative cellulaire T est très importante. Ensuite, vous avez les défauts qui vont toucher juste la production d'anticorps, ce qu'on appelle les déficits de l'immunité humorale, ou humoraux, si je mets au pluriel. Donc ils sont plus fréquents, c'est vraiment les plus fréquents par rapport aux déficits de l'immunité cellulaire. S'ils sont à révélation pédiatrique, ils vont être plus tardifs, pas avant l'âge de 6 mois, parce qu'il faut savoir que quand l'enfant est in utero, il y a un passage d'immunoglobuline maternelle pendant la grossesse, et donc les enfants vont être protégés pendant les premiers mois de vie par les anticorps maternels. Et progressivement, quand ces anticorps vont disparaître, les enfants vont devenir symptomatiques. Mais c'est des déficits qui peuvent se révéler selon la cause génétique, mais jusqu'à l'âge adulte, même très avancé. Et quand on a un défaut de production d'anticorps, on fait surtout des infections avec des bactéries pyogènes, avec un spectre qui va être plutôt pulmonaire, ORL et parfois articulaire. Donc là, vraiment un spectre infectieux qui va être plus étroit que dans les déficits immunitaires cellulaires combinés. Et là, on va avoir un défaut de production d'anticorps, soit des immunoglobulines, soit des anticorps spécifiques, qui sont les sérologies post-vaccinales ou post-infectieuses. Donc les anticorps, vous savez que c'est produit par les lymphocytes B et les cellules plasmocytaires, qui sont les cellules professionnelles de la production d'anticorps. Les anticorps, ça a un rôle dans la neutralisation, l'opsonisation, la cytotoxicité dépendante des anticorps, et également dans l'activation du complément. Les IgM pentamériques sont les anticorps naturels, et après commutation isotypique, on va avoir les autres sous-classes, comme sont les IgG, les IgA, les IgD, les IgE. Donc les déficits de production d'anticorps, comme je vous l'ai dit, c'est après l'âge de 6 mois, surtout les infections, ça va être la signature microbiologique, c'est avant tout des infections bactériennes, en particulier à pneumocoque et à hémophilus, parfois, plus rarement, des infections virales et parasitaires. Le tropisme est avant tout pulmonaire, et la répétition des infections pulmonaires va être responsable de ce qu'on appelle de la dilatation des bronches, où on va avoir un épaississement péribronchique. Parfois des atteintes sinusiennes, parfois des atteintes digestives, et parfois de l'auto-immunité. Donc, comme pour les déficits immunitaires cellulaires, je vais vous donner 2 exemples. Donc les explorations, là on fait un dosage pondéral des immunoglobulines qui va être anormal. On fait des sérologies vaccinales et ou post-infectieuses qui vont être anormales.
Et puis, on va regarder plus précisément les lymphocytes B, avec les lymphocytes qui sont comme les T, il y a aussi des B et des B naïfs et mémoire, et on va les regarder plus spécifiquement. Et là, il y a plus de 37 gènes qui peuvent être responsables de défauts de production d'anticorps au premier plan. Donc, je vous donne 2 exemples. Premier exemple, c'est le premier déficit immunitaire qui a été décrit. C'est le plus sévère pour les lymphocytes B parce que c'est des patients qui ont une A-gamma-globulinémie, ça veut dire une absence de production d'anticorps. Dans sa forme la plus classique, c'est l'IALX encore, ça touche encore les petits garçons, c'est 1 sur 380 000. L'âge de révélation, c'est plutôt vers l'âge de 12 mois, parce que dans les premiers mois de vie, il y a une protection par les anticorps maternels, donc c'est plus tardif que les déficits immunitaires combinés sévères. Et c'est des patients qui vont faire des otites, des sinusites, des pneumopathies, des arthrites, des ostéomyélites. Et on va surtout retrouver des infections à bactéries pyogènes. Et on le diagnostique en faisant un phénotypage lymphocytaire. Et cette fois-ci, ces patients vont avoir des lymphocytes T circulants, mais une absence complète de lymphocytes B. Et quand on dose des immunoglobulines, on va avoir des immunoglobulines très basses pour les IgG, mais nulles pour les A et les M. Et c'est des patients qui n'ont jamais de sérologie positive. Donc ça, c'est la gamma-globulinémie. À côté, il y a une autre entité. Moi, je ne vais pas vous parler de toutes les entités, mais je vais vous parler d'une autre entité qui s'appelle le déficit immunitaire commun variable, celui-là, et qui touche plutôt les adolescents et les adultes, ce qui se diagnostique à l'adolescence et à l'âge adulte, et qui se caractérise également par la même chose que la gamma-globulinémie, par des infections respiratoires, et des atteintes digestives, mais également parfois des pathologies prolifératives, auto-immunes et inflammatoires. Ils sont venus me chercher, heureusement, parce que j'étais toute seule. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas fait attention. Oui, parce que je lui ai envoyé un mail. Merci. Alors, donc, ces patients, c'est une maladie assez hétérogène sur le plan clinique, comme vous pouvez le voir, mais qui est aussi également hétérogène dans le défaut de production d'anticorps. Par définition, c'est des patients qui ont des lymphocytes B circulants et qui ont une hypo-IgG qui va s'associer soit à une hypo-IgA, soit à une hypo-IgM. Et quand on regarde les agents pathogènes qui infectent ces patients, eh bien, donc on va avoir les pneumopathies qui vont surtout être dues au pneumocoque, au Streptococcus pneumoniae ou à l'hémophilus, comme pour les sinusites. Mais on peut avoir des atteintes digestives avec des giardias, qui sont des parasites. On peut avoir des septicémies ou des méningites, et parfois des encéphalites à écovirus, et parfois des cholangites à un autre parasite qui s'appelle le Cryptosporidium. Enfin, c'est plutôt des infections bactériennes et parfois d'autres pathogènes. Donc quand on regarde le blocage de maturation des lymphocytes, vous voyez que la gamma-globulinémie, c'est un blocage intramédulaire des lymphocytes B, tandis que le déficit immunitaire commun variable, c'est vraiment dans la phase terminale de la différenciation des lymphocytes B. Donc tout ceci nous dit que les lymphocytes B ont un rôle vraiment important dans le contrôle des infections bactériennes, et en particulier des bactéries encapsulées et des parasites digestifs. Mais c'est avant tout les bactéries. Donc, quand on n'a pas de lymphocytes T, on est sensible à tout. Quand les lymphocytes B sont absents ou ne fonctionnent pas bien, c'est avant tout les bactéries. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, pour les patients qui ont un déficit de l'immunité cellulaire et combinée, le traitement, c'est de remplacer leur système immunitaire. Donc, on fait des transplantations de cellules souches hématopoïétiques. Mais pour les patients qui ont un défaut de production d'anticorps, eh bien, on va leur apporter les anticorps qu'ils ne savent pas fabriquer. Donc, on leur fait des perfusions d'anticorps. Est-ce que vous avez des questions ? On passe à la catégorie d'après. Donc ensuite, on va parler brièvement des déficits qui touchent les cellules phagocytaires, que sont les polynucléaires, les macrophages, les cellules dendritiques. Alors comment ça marche ? Donc quand il y a une infection, le polynucléaire, par exemple, il doit aller migrer au site infecté. Donc ça se fait grâce à des facteurs qui vont attirer les polynucléaires au site infecté. Ensuite, il va rencontrer, on va dire que c'est une bactérie, ils vont rencontrer une bactérie qui va être couverte d'anticorps et de compléments et qui va être donc opsonisée, qui est la facilitation de la phagocytose. Et une fois qu'elle est opsonisée, la bactérie, elle va se retrouver dans le cytoplasme de la cellule phagocytaire. Et donc là, il va y avoir formation du phagosome.
Le phagosome se fait grâce, donc avec la vésicule où il y a la bactérie, et également à des lysosomes qui sont présents dans le cytoplasme de la cellule phagocytaire, et dans lequel il y a des actions bactériolytiques qui vont se passer grâce à la génération d'H2O2, de radicaux libres, qui est sous la dépendance d'une enzyme qui s'appelle la NADPH oxydase. Et une fois que ces processus bactériolytiques vont avoir lieu, il va y avoir une destruction de l'agent phagocyté et l'exocytose des débris bactériens. Donc c'est comme ça que ça marche, la cellule phagocytaire vis-à-vis d'une bactérie ou d'un champignon, par exemple. Et donc, il existe des déficits phagocytaires qui vont être quantitatifs. Là, c'est juste pour vous savoir, que vous sachiez qu'il y a des neutropénies congénitales. Là, ma diapo n'est pas du tout exhaustive parce qu'il y a plus de 17 causes génétiques, mais enfin, il y a des patients qui ont un défaut quantitatif de neutrophile. Donc, en général, la ligne neutrophile est très bien lue sur l'hémogramme. On sait que mon patient est neutropénique. Il peut être neutropénique lors de chimiothérapie, mais là, c'est iatrogène. Mais il y a des neutropénies congénitales où c'est des patients qui vont avoir une anomalie d'un des gènes qui est important en fait pour soit le développement, soit la maturation des polyneutrophiles. Et quand on a un défaut quantitatif en polyneutrophiles, eh bien, c'est des patients qui vont avoir un risque de présenter des infections bactériennes et également fongiques. Et à côté de ces défauts quantitatifs, il y a des défauts qui vont toucher la fonction des leucocytes. Et je vous ai parlé de la NADPH oxydase, qui est une enzyme qui est nécessaire en fait à la production de radicaux libres et d'H2O2. Ça marche comme ça. Là, vous avez des composés membranaires, des composés cytosoliques, et une fois qu'il y a besoin de production d'ions superoxydes, eh bien, ces composés cytosoliques vont se lier aux composés membranaires, et il va y avoir une réaction d'oxydoréduction et la production d'ions superoxydes, et qui permet donc la lyse de l'agent phagocyté. Et il y a des patients qui vont avoir un défaut d'une des sous-unités de ces nombreuses sous-unités. Il suffit d'avoir une sous-unité qui ne marche pas bien. Eh bien, ils vont présenter une maladie qui s'appelle la granulomatose septique chronique et ils vont faire des infections bactériennes et fongiques dues en fait à cette anomalie de production d'ions superoxydes. Et qu'est-ce que ça donne cliniquement ? Eh bien, ça donne des patients qui vont faire des pneumopathies, des abcès, surtout des infections tissulaires qui vont être dans les tissus. Des adénites, et on va retrouver des bactéries comme le Staph aureus ou des entérobactéries ou des champignons comme l'Aspergillus. Alors l'Aspergillus, ça n'infecte pas quelqu'un d'immunocompétent. Il faut avoir un système immunitaire déficient pour faire une aspergillose. Et donc vraiment le diagnostic se fait, on met en évidence un défaut de production des dérivés de l'oxygène dans les globules blancs. Donc, je vais vous montrer des images à quoi ça correspond. Donc, vous voyez un patient là, qui fait un impétigo. Là, c'est un patient qui fait un adénoflegmon, donc une infection bactérienne d'un ganglion. Là, on voit une aspergillose pulmonaire, on voit une cavité pulmonaire. Et là, on voit un abcès, sur un scanner, un abcès hépatique. Là, c'était du Staph aureus. Donc, quand les cellules phagocytaires sont soit déficientes en nombre, soit déficientes en fonction, le risque va être de développer avant tout des infections bactériennes et des infections fongiques, qui vont être avant tout tissulaires. Est-ce que vous avez des questions sur les déficits immunitaires phagocytaires ? Non. Donc ensuite, vous avez les défauts d'opsonisation, donc ce sont les déficits du complément. Donc je pense que vous avez eu un cours sur les déficits du complément. Et donc le complément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à l'opsonisation, ça sert au chimiotactisme, ça sert à la lyse bactérienne. Et généralement, quand on a un composé du complément qui est déficient, ça va dépendre du type de déficit en complément, mais ce sont avant tout des infections à bactéries et des bactéries qui sont assez particulières, qui ont une capsule. Est-ce que vous connaissez le nom de certaines bactéries encapsulées ou pas ? Le pneumocoque, très bien, c'est la bactérie encapsulée par excellence. C'est marqué dessus, hein, après là, vous verrez. Neisseria meningitidis. Il en manque une. L'Haemophilus influenza de type B, qui est la troisième bactérie encapsulée. Donc, quand on a un déficit qui va toucher les cellules phagocytaires, eh bien, on fait des infections bactériennes, fongiques, plutôt des abcès, des infections tissulaires, parfois des granulomes.
Quand on a un déficit du complément, on fait donc une infection avec un de ces 3 bactéries encapsulées que sont nos Neisseria meningitidis, le pneumocoque, l'hémophilus. Et cela, par contre, ça va être des infections qui vont être plutôt invasives, donc type méningite ou septicémie, qui vont être transportées par le sang. Bon, là, je ne vais pas vous parler de la splénie, mais enfin, quand il y a des patients qui vivent sans rate, et la rate, ça sert à nous défendre aussi contre les bactéries encapsulées. Et quand on est sans rate, eh bien, donc asplénique, on a un risque de développer beaucoup plus des infections à pneumocoque et hémophilus en particulier. Donc, la première conclusion, c'est qu'il y a des déficits immunitaires héréditaires qui se caractérisent par la survenue d'infections sévères, récurrentes ou inhabituelles, que lorsqu'on a un déficit immunitaire cellulaire, eh bien, on va avoir une susceptibilité à un spectre large d'infections, donc toutes les infections. Sans immunité cellulaire, on a une susceptibilité large. Et quand on a un défaut de production d'anticorps ou humoral ou du complément, on va surtout développer des infections bactériennes systémiques, qui sont les septicémies ou les méningites. Quand on a un déficit qui va toucher les cellules phagocytaires, on va surtout développer des infections bactériennes et fongiques tissulaires. Donc tout ceci, donc la clinique, le type d'infection, donc le type d'agent pathogène et la localisation orientent dans les explorations.